Voici les unes du jour. À la une de plusieurs quotidiens, les féminicides et le Grenelle du gouvernement. Un Grenelle contre les violences conjugales s'ouvre aujourd'hui. Pendant 3 mois, ministres, associations, victimes vont chercher des solutions pour enrayer ce fléau qui a fait, donc, je le disais, 101 morts depuis le début de l'année. Dénoncez-vous, comme d'autres, une opération de com'? En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de grande cause sans déploiement de grands moyens. Voilà, on a déjà eu le vote d'une loi sur les violences faites aux femmes au début de ce quinquennat. C'était annoncé comme la grande cause et on voit bien que les moyens déployés ne sont pas à la hauteur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une trajectoire qui en plus est plutôt à la hausse, puisque l'an dernier c'était 123 cas sur l'année. Là on est début du mois de septembre, on a déjà atteint 101 personnes. Et moi, ce qui m'attriste, ce qui, je pense, doit nous faire honte à toutes et tous, c'est que parmi ces 101 femmes tuées cette année par leurs compagnons ou ex-compagnons, une proportion importante d'entre elles avaient donné l'alerte. Quand vous regardez les 101 cas, il y en a beaucoup qui avaient déposé des plaintes pour des menaces de mort précises, d'autres qui avaient déposé des mains courantes en disant « mon agresseur potentiel rôde auprès de mon lieu de travail ». Et malgré ces alertes, ça s'est soldé par des découvertes tragiques. Voilà. Alors, et ça n'est pas acceptable. Il y a évidemment ces drames, mais il y a ce Grenelle de 3 mois qui est inédit. Écoutez ce qu'en dit la ministre en charge, la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Le Premier ministre reçoit ce Grenelle des violences conjugales. C'est lui qui l'a introduit, c'est un engagement très fort. Ça n'est jamais arrivé auparavant qu'un Premier ministre à Matignon reçoive toutes ces personnes qui habituellement travaillent chacune dans leur coin. C'est ça vraiment l'utilité du Grenelle des violences conjugales. C'est un outil au service de la lutte contre les violences conjugales qui met tout le monde autour de la même table. Voilà, c'est un outil, c'est pas que de la com, ça a pour but de sensibiliser et de trouver des solutions. J'en ai marre en fait que sur les grands sujets qui doivent nous occuper, on ait des responsables politiques qui ne se comportent pas en dirigeants politiques, qui font la communication de leurs grands événements. Vous savez, par exemple, je prends un autre thème, l'écologie. Il ne suffit pas d'être sur un fond de scène vert et de dire « je suis le champion de la Terre parce qu'on m'a sacré comme tel » pour vraiment prendre à bras-le-corps ce sujet. Eh bien, sur les violences faites aux femmes, c'est la même chose. À un moment donné, il faut se dire une chose. Nous sommes une grande puissance, la France, et dans ce pays, il n'y a pas les moyens matériels et humains pour recueillir convenablement la parole des femmes dont on doit tous se satisfaire qu'elles se soient considérablement libérées. Mais aujourd'hui, il n'est pas acceptable dans un grand pays comme le nôtre, quand une femme dépose plainte pour dire « je suis menacée, je suis en danger », qu'elle finisse ensuite par mourir sans que rien ne se soit passé. Après, systématiquement, et vous regardez dans les cas en plus qui sont cités, bien évidemment, une fois que l'acte est passé, les grands moyens sont déployés. Et généralement, on retrouve bien évidemment très vite les coupables. Mais en attendant, la question c'est est-ce que nous aurions pu éviter ça? Alors, une fois que je dis ça, pour ne pas rester dans l'incantation et donner l'impression de faire de l'opposition de principe, moi j'observe ce qui se fait aussi à l'étranger. On cite beaucoup l'Espagne. J'ai vu que Marlène Schiappa, ce matin, très occupée à faire la publicité de l'événement cet après-midi, alors que je pense beaucoup de personnes l'écoutaient ce matin en espérant vraiment entendre du concret. En gros, mais du concret, pas avant le début du Grenelle. Dans ce cas-là, elle ne répond pas à l'un de vos confrères qui lui demande de donner quelques mesures. Enfin, l'idée, c'était pas de faire la publicité d'un événement. Enfin, le sujet, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Voilà, c'est pas faire la publicité de à telle heure, M. Édouard Philippe va parler. C'est d'avoir des mesures concrètes. Alors, juste un instant. Elle a balayé ce matin d'un revers de la main l'Espagne. Moi, j'ai regardé précisément ce qu'a fait l'Espagne. L'Espagne, elle s'est dotée d'un plan en 290 mesures, dans lequel il y a assez peu d'angles morts, qui pense vraiment toute la procédure. Et bien évidemment, c'est associé à un budget. Alors, j'ai vérifié le chiffre, c'est 420 millions d'euros qui ont été déployés pour 2 années d'action après le vote de ce plan. En France, sur 2 années, nous sommes à 30 millions de budget. Voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais les grandes causes, il ne s'agit pas juste d'en parler pour vraiment s'en saisir. Alors, donc j'espère. 79 millions. Hein, mais oui, bon, mais ça, c'est les corrections. Moi, je parle des 30 millions qui avaient d'ores et déjà été votés. Sur les moyens, vous dites que c'est un problème de moyens, mais tout à l'heure, Eva Darlan, elle expliquait qu'il y avait les outils qui sont là, il y a les lois qui sont là, mais qui ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de sensibilisation des procureurs, il n'y a pas d'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, et qu'il suffirait. Pour, en tout cas, dans un certain nombre de cas, par exemple, l'ordonnance de protection qui met 9 mois en France, en Espagne, vous le citiez, c'est en 72 heures maximum. Est-ce qu'il n'y a pas là des outils qu'on n'utilise pas parce qu'il n'y a pas de sensibilisation? Il y a sans doute des outils qui existent et il y a sans doute aussi, je le dis, des choses à moyens constants qui sont perfectibles, ça va de soi. Il ne s'agit pas de dire qu'il suffit juste de dépenser plus pour que tout fonctionne mieux. En attendant, ce que je dis, c'est qu'on ne sera pas à la hauteur au vu de l'état du problème s'il n'y a pas plus de moyens. Je pose la question à la ministre Schiappa, mais aussi à M. Castaner. Comment est-il possible que quand une femme dépose plainte pour dire j'ai une menace claire de mort, ou alors pour dire mon potentiel agresseur rôde près de mon lieu de travail, comment se fait-il
que cette femme soit ensuite retrouvée morte. Ça n'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Point. Partant de là, il y a une grave carence de l'État et il faut vraiment s'interroger sur les moyens. Et je sors du sujet pur des violences faites aux femmes. Dans tous les grands services publics de ce pays, qui est un grand pays, on voit la décrépitude de l'État. Vous parlez des urgences à l'instant, c'est terrible de voir partout dans ces services publics des gens qui font tenir à bout de bras des services publics par un dévouement absolu et qui n'ont même pas les moyens de faire quoi. Ils ne demandent pas, par exemple, les urgentistes d'être comme les plus riches de ce pays. Ils demandent quoi ? On a envie de pouvoir faire notre boulot comme on nous a appris de le faire. Et on est soucieux du fait qu'on ne peut même pas appliquer ce qu'on nous apprend en formation parce qu'on n'en a pas les moyens. Ben ça, c'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre. Voilà. Et si c'est ça le visage qu'est en train de prendre la France avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas celui que je veux pour mon pays. Alors moi, je suis d'accord avec Adrien sur toute la première partie de ce qu'il dit, qui est tout à fait juste. Il le dit en plus d'une manière extrêmement posée et rationnelle. Ensuite, je ne porte pas le même diagnostic sur l'ensemble des services publics. Et donc, je constate qu'on tire toujours le fil d'un véritable problème pour en aborder d'autres sur lesquels les données ne sont pas forcément les mêmes. Bon. Mais en tout cas, tout ce qu'il vient de dire sur le féminicide est absolument juste. Autre sujet d'actualité à la une, les retraites. Jeudi, Édouard Philippe entame un marathon syndical sur cette réforme des retraites. Première étape d'une grande concertation qui durera un peu moins d'1 an. Le gouvernement renoue avec le dialogue. Ça vous saluez cette démarche ? Un Grenelle, une grande concertation. On disait au gouvernement et au président, vous n'écoutez pas, vous ne tenez pas compte de nous. Un grand brainstorming, et puis on va très vite arriver à la fin du quinquennat à ce train-là, vous ne pensez pas ? Non, sincèrement, sur les retraites. Donc il faut tout décider d'en haut comme c'était le cas avant. Sur les retraites, disons une chose, Emmanuel Macron est en train d'essayer de poursuivre ce que d'autres n'ont pas terminé avant lui. Voilà. En gros, il nous dit sur les retraites, il va falloir travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Bon, dans l'absolu, sur le papier, quand on se contente de cela, c'est a priori raisonnable. La vérité, c'est que si on vit plus longtemps, c'est aussi, pas que, mais aussi parce que la durée du temps de travail dans la semaine, dans la vie, a diminué. Mais il y a un autre raisonnement, Adrien Quatennens, avec, vous savez, le virage pris par Emmanuel Macron sur la durée de cotisation et non plus sur l'âge pivot, et qui est de dire, quand on commence plus tôt à travailler, on part plus tôt à la retraite, quand on commence plus tard à travailler, on part plus tard à la retraite. C'est pas logique. Qu'il s'agisse de l'âge ou de la durée de cotisation, l'important c'est la décote en réalité, qui fait que de toute façon vous allez être amené à travailler plus longtemps. Et j'alerte sur le fait que les projections qui sont annoncées montrent qu'on va en gros demander aux Français de travailler jusqu'à plus que l'âge d'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que statistiquement, on va dire aux gens, l'âge auquel vous allez partir en retraite, c'est l'âge auquel, ça se vérifie statistiquement, on a les premiers pépins de santé. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 62 ans et demi pour les hommes, 62,5 années sans incapacité. Mais juste dire une chose pour être clair, parce que c'est parfois très technique, une réforme des retraites, et pour se faire entendre sur un sujet comme celui-là rapidement, c'est de dire une chose. Comme le budget doit être un budget constant, c'est ce que défend M. Delevoye, 14% du PIB, alors qu'on sait qu'il va y avoir, compte tenu des phénomènes démographiques, plus de retraités et de retraites. On peut donc s'attendre, sans faire un grand décryptage de la réforme, bien que j'y sois prêt, à ce qu'il y ait une baisse des pensions. Donc ça veut dire que le gouvernement n'écoutera pas la concertation qui s'ouvre. Mais moi, je me comporte en opposant-proposant, c'est-à-dire que partout où on m'invite pour discuter, je discute. Voilà. Opposant-proposant ? Oui, joli. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas un jour de notre mandat d'opposition parlementaire où nous ne pensons pas à ce que nous aurions pu faire si nous étions aux manettes de ce pays. Voilà. Moi, si je ne renonce pas à ce combat politique, c'est parce que je ne m'inscris pas dans une posture. Je ne me complais pas dans le fait de m'opposer à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron fait quelque chose de salutaire, je l'applaudirai dès demain. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu et je vois que le visage de la France, qui est une république sociale, et les retraites, c'est quand même l'un de ses piliers après la libération, est en train d'être déformé. Je pose une proposition, puisqu'on parle aujourd'hui des femmes et des hommes. J'en pose qu'une sur la table pour la question des retraites. Vous voyez, aujourd'hui, sur les salaires des femmes et des hommes dans ce pays, vous le savez, il y a une inégalité qui est maintenue, qui est de l'ordre de 20% d'écart des salaires entre les salaires des femmes et des hommes. Rien que sur cette question-là, si vraiment on se donnait les moyens de supprimer cette inégalité, compte tenu des cotisations supplémentaires qui en résultent, vous pouvez, figurez-vous, financer la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron est-il contre la suppression de l'inégalité entre les femmes et les hommes ? Une idée que je pose parmi tant d'autres. Mais Adrien Quatennens, depuis justement la crise des Gilets jaunes, est-ce que finalement la technique de la Macronie, c'est pas de gagner du temps pour éviter toute contestation sociale? En fait, c'est un peu la technique de la thérapie de couple avant que ça explose. Peut-être qu'eux, effectivement, gagnent du temps dans leur agenda. Ça finit toujours par un divorce. Hein. Mais on gagne du temps. Peut-être qu'eux gagnent du temps dans leur agenda. Ce qui est sûr, c'est que notre pays en perd
pour répondre à tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Je veux dire, qu'il soit question des sujets qu'on évoque aujourd'hui, les sujets sociaux, mais même de la question climatique. Moi, je me dis, le plus frustrant, c'est que c'est pas comme si les solutions n'existaient pas. En matière d'écologie, par exemple, les compétences techniques existent, les brevets scientifiques existent, je veux dire, les moyens existent, l'intelligence humaine et la disponibilité est là. Mais on s'évertue à pérenniser un modèle qui nous emmène dans le mur. Oui, c'est sûr, c'est plus confortable de maintenir une trajectoire bien droite que d'assumer le virage important qu'il faut faire. Mais moi, je veux le dire, ce virage, on a les moyens de le faire. Et la France est un grand pays et elle a des atouts pour ça. Elle pourrait ouvrir la voie d'une grande bifurcation. Adrien, qu'est-ce qui finance les retraites ? Eh bien aujourd'hui, ce qui finance les retraites, c'est tous les gens qui travaillent. Bien sûr, oui. Oui, tous les gens qui travaillent. Donc on va faire peser encore un peu plus sur tous les gens qui travaillent, notamment sur les jeunes, le coût des retraites telles que vous les voyez. Je ne suis pas exactement d'accord avec vous, M. Mitterrand, parce que regardez, parmi les solutions que nous aurions, j'en ai posé une sur l'inégalité entre les femmes et les hommes, je vous en pose d'autres. On peut imaginer aussi élargir l'assiette des cotisations. Vous voyez, notre pays, il est devenu le pays... L'assiette mais elle est énorme déjà. M. Mitterrand... Quand on est dans une entreprise, moi j'ai une petite entreprise de production, mais c'est monstrueux. Mais je sais bien, mais raison pour laquelle, par exemple, vous ne me prendrez jamais en train de mettre toutes les entreprises sur le même plan. Moi d'ailleurs, je n'utilise pas le mot l'entreprise parce qu'il y a des PME dont l'économie est bien particulière, il y a des grosses sociétés, mais convenez avec moi que notre pays est en train de devenir le paradis du capital avec des dividendes qui sont absolument colossaux et vous devez bien voir qu'il y a la question de la répartition des valeurs. Monsieur Mitterrand, entre les années 1980 et aujourd'hui, un salarié français travaille à l'époque 9 jours par an en moyenne pour rémunérer les actionnaires, c'est 45 aujourd'hui. Je ne dis pas que tout soit à revoir, mais on voit bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. La question des retraites, c'est aussi la question de la répartition de la valeur produite. Et puis, il y a la question du chômage aussi. Parce qu'aux deux extrémités de la vie active, vous avez d'un côté des gens qui ont plus de 60 ans, ont fait leurs annuités, sont maintenus au chômage, et des jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer dans la vie active. Voilà, je pense que finalement, le grand tort de ce gouvernement, c'est de poursuivre à tout prix des trajectoires qui ont fait la démonstration de leur échec. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il faudra à un moment donné plus écouter les oppositions. On se retrouve dans 2 minutes. Ne bougez pas. C'est la suite de votre classement de l'actu. Arrêtez de vous évertuer à mettre en lumière ce qui nous sépare. Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre éditorialiste c'est Frédéric Mitterrand, notre invité Adrien Quatennens de la France Insoumise. On continue avec les unes du jour. À la une également, 2 professions surveillées comme le lait sur le feu par l'exécutif. Les pompiers, les urgentistes, leurs conditions de travail sont jugées prioritaires par les Français. C'est un sondage là pour l'opinion. 2 professions qui, même en grève, sont obligées d'exercer pour assurer le service minimum. À votre avis, c'est de ceux qui manifestent, urgentistes et pompiers, sans bloquer le pays, que viendra la grande contestation sociale, populaire ? Je pense que la grande contestation populaire, elle viendra de multiples foyers. On le voit bien, que c'est la question des urgentistes, des pompiers, des professeurs. Mais dans les 2 professions que vous citez là, il y a un fait particulier, c'est que la population de ce pays, elle est très attachée aux urgentistes, aux pompiers. Ce sont des gens, quand on est confronté généralement à eux, c'est dans des moments critiques, où on a peur pour soi, où on a peur pour ses proches, pour sa santé, pour sa vie parfois. Et on voit bien que la situation, on est rendu au fait que c'est ceux qui sauvent qui sont en danger, c'est ceux qui soignent qui se rendent malades à leur poste de travail, qui en plus, compte tenu de ce que sont leurs professions, tiennent le service même dans des moments de conflits sociaux comme ceux qu'on connaît. Pendant tout l'été, plus de 200 services d'urgence en grève dans le contexte que vous connaissez, de canicule, etc. Et je pense que quiconque a fait l'expérience de ces services pour soi ou pour ses proches voit à quel point on ne peut pas continuer à maltraiter ce personnel soignant. Et c'est encore une fois l'une des carences pour moi de l'État. J'ai écouté avec attention les premières annonces que pose sur la table Agnès Buzyn. Certaines d'ailleurs sont intéressantes, mais je pense que c'est du bricolage technique. On parle notamment des questions de liens vidéo, de meilleure répartition entre les EHPAD et les hôpitaux. Ok, dans l'absolu, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. Encore une fois, il y a bien la question de moyens. Alors, ce matin, j'entendais la ministre Schiappa dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Oui, c'est sûr, mais moi, je le redis, il n'y a pas non plus de grande cause sans grands moyens. Il faut mobiliser des moyens. On ne peut pas supporter que dans la 6e puissance économique du monde, quiconque fait l'expérience de l'hôpital public pour soi ou ses proches voit bien que c'est en état de décrépitude avancée. On met des moyens un peu partout, évidemment. On a envie d'en mettre dans les hôpitaux, dans les écoles. Mais vous les prenez où ? Parce qu'on ne cesse de nous dire depuis des années que les caisses sont vides et manifestement elles le sont. Mais les caisses sont vides parce que certains s'en mettent plein les poches, Audrey Crespo-Mara. Il faut dire les choses comme elles sont, mais ce n'est pas ni de la démagogie ni de la rhétorique que de le dire. Enfin, regardez par exemple, Emmanuel Macron nous avait dit on va supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, vous allez avoir de l'investissement de manière conséquente. C'est passé peut-être sous vos radars pendant l'été, mais il y a eu un rapport sur la manière dont l'ISF s'alloue désormais l'argent récupéré.
depuis que l'ISF a été supprimé, l'investissement dans les PME a diminué de 70%. Donc, ça ne marche pas. Donc, rétablissez-le, séance tenante. Et quand je dis rétablissez-le, je ne prétends pas que ça soit la solution magique fiscale. Il y a une question de répartition de la valeur, de partage des richesses. Et on ne fait pas un grand pays qui a en plus construit son modèle sur de grands services publics avec un état d'austérité qui est celui que l'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que les caisses sont plus vides pour ceux qui continuent de travailler tout en manifestant? Est-ce que finalement, ce n'est pas ceux qui cassent et ceux qui bloquent qu'on écoute le plus ou qu'on écoute mieux? Ceux qui cassent sont aux manettes. Ceux qui cassent sont ceux qui gouvernent ce pays. Ceux qui cassent sont en train de détruire un grand pays comme le nôtre qui a construit toute sa force, tous ses atouts sur un modèle social. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on offre les conditions de faire en sorte que celles et ceux qui ont les moyens peuvent se payer des services privés, et pour le reste, c'est indigent. Mais c'est valable pour tout. Regardez, on parlait tout à l'heure des retraites, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que par ailleurs, Emmanuel Macron, de l'autre main de sa réforme des retraites, dans la loi Pacte, il a encouragé les retraites par capitalisation. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ceux qui peuvent faire finalement sécession, parce qu'ils en ont les moyens, avec le modèle social français, et se financer eux-mêmes leur propre retraite, c'est-à-dire un modèle qui n'est plus basé sur la solidarité entre les générations, sur la solidarité entre les Français. Est-ce acceptable aujourd'hui, quand vous avez un service d'urgence, de voir tous ces personnels qui souffrent et qui n'ont même pas les moyens de faire dignement leur travail? Frédéric Mitterrand. Adrien, la charge fiscale en France est la plus forte du monde avec le Danemark. La charge fiscale est gigantesque en France. Et gigantesque. Vous n'allez pas encore augmenter les impôts? Non, Frédéric Mitterrand. Moi, ce que je propose, c'est de mieux répartir. J'ai progressé, il m'appelle Frédéric Mitterrand. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez 5 tranches d'impôts. Tout l'effort fiscal est concentré notamment sur ce qu'on appelle à la va-vite la classe moyenne, qui porte l'essentiel des bagages. J'en suis un des représentants. Mais plus vous gagnez, proportionnellement, moins vous payez. Moi, je fais une proposition. Vous allez voir que ce n'est pas un étouffement fiscal. Si on passait à 14 tranches d'impôts, comme on l'a connu par le passé, toutes celles et ceux qui, dans ce pays, gagnent moins de 4 000 € par mois, ça fait beaucoup de monde, paieraient moins d'impôts. Je ne vous parle pas d'étouffer les riches, ce n'est pas le souci. Je vous parle de partager, de mieux répartir l'effort. On ne bâtit pas un grand pays avec de telles inégalités, vous le savez aussi bien que moi. Adrien Quatennens, c'est maintenant la place de l'interview énervante de Thierry Moreau. On était très calme jusque-là. Allez, sur le grill, Adrien Quatennens, vous répondez de façon concise. À votre université d'été, Adrien Quatennens, vous avez accueilli Jérôme Rodriguez, un des leaders des Gilets jaunes, qu'il ait été accusé cet été de violence conjugale. Ça ne vous a pas gêné ? Je pense que l'accusation, en l'occurrence, était fallacieuse, parce qu'on a essayé de... Il y a eu une dispute conjugale, bien évidemment. Avec des mots, les mots violence. Bien sûr, et ça n'est pas excusable. Mais je crois que sa compagne elle-même s'est exprimée, et on voit bien, l'objectif, c'était aussi de nuire, compte tenu de la place qui est la sienne, ce qui n'excuse absolument rien des disputes et ce qu'il peut y avoir par ailleurs dans sa vie privée. Vous prenez la radicalité raisonnable, c'est votre version du « en même temps » ? Non, en fait, je crois précisément qu'à l'épreuve des faits qu'on a largement cité ce matin, la radicalité devient raisonnable. Radicalité au sens presque étymologique, prendre le problème à la racine. Vous avez parlé de Jair Bolsonaro qui s'accommode du travail des enfants, mais votre ami, le président Evo Morales en Bolivie, a été le premier dans le monde à légaliser le travail des enfants. Vous avez des indignations à géométrie variable ? Non, pourquoi vous dites vos amis ? Moi, je n'ai pas de modèle à l'international. J'ai des sources d'inspiration, et il y a des choses qui peuvent être faites parfois qui sont bonnes, et d'autres par les mêmes gouvernements qui ne le sont pas. Par exemple, quand certains pays ont fait en sorte que la rente pétrolière soit mieux répartie, c'est une bonne idée, pour autant que d'autres choses qui étaient faites à côté ne le soient pas. Voilà. Moi, je n'ai pas de modèle. J'ai des sources d'inspiration différentes sur des propositions concrètes. Votre mouvement s'est beaucoup investi dans le référendum, s'investit encore beaucoup, sur la privatisation d'ADP. On en est à 700 000, un peu moins, de signatures pour 4,7 millions nécessaires. Est-ce que ce n'est pas la preuve de l'échec ? C'est la preuve surtout qu'il faut redoubler d'efforts, ce que nous allons faire. Et j'attire votre attention sur le fait que collecter 4,7 millions de signatures, à mon sens, moi qui suis opposé à la privatisation, ça n'est pas collecter les signatures de 4,7 millions d'opposants à la privatisation. Moi, je rencontre des gens qui sont pas hostiles à la privatisation, donc on s'explique, mais eux pensent aussi que sur un grand sujet comme celui-ci, qui fait la jonction avec plein de thèmes, les Français doivent pouvoir décider, qu'un débat doit pouvoir être organisé. Donc je crois qu'il faut poursuivre ces efforts, parce que la question centrale, c'est celle de la souveraineté. Qui décide et pourquoi faire ? Vous avez dit, si on s'apercevait que LFI, que la France Insoumise, n'avait pas d'utilité dans le paysage politique, on ne s'acharnerait pas. Au prochain échec électoral, vous arrêtez ? Non. Pour une raison, c'est que nous avons une singularité dans le paysage politique. Nous sommes ceux qui disons que la solution, c'est l'implication du peuple, et ce n'est pas que des mots. Ça veut dire que nous déployons des méthodes de militantisme que d'autres ne déploient pas, qui consistent à dire une chose. On ne peut pas continuer à aller d'un scrutin à l'autre avec un Français sur deux qui ne participe pas
et ne pas agir pour cela. Et nous, toute notre action est pensée comme cela. Dans un récent tweet, vous avez écrit « Partout dans le monde, on peut comprendre comment en France, notre force politique est arrivée aux portes du pouvoir ». Vous êtes quand même un peu loin des portes du pouvoir. Non, je crois précisément, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon est reçu comme il est reçu à l'international. Ça intéresse beaucoup dans le monde de savoir comment dans un pays capitaliste comme la France, au cœur de l'Union européenne libérale, une force politique comme la nôtre a pu arriver à 19,5%. À 7% européennes. 7% européennes. Oui, certes, mais les 7% européennes que je revendique aussi n'annulent pas, jusqu'à preuve du contraire, notre succès de la présidentielle. Vous en êtes d'accord? Certes. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'être venu nous voir. Suite de notre émission avec notre éditorialiste.